Normalement, oui. Bonjour à tous. Content de vous retrouver pour un nouveau webinaire Kéfir Ensemble. Ça sera Pierre Faudot. Je laisserai Christophe présenter un tout petit peu plus tard. On profiter juste pour donner deux, trois petites nouvelles du challenge. Je vais vous partager un tout petit truc. Voilà. J'espère que tout le monde va bien et encore dans le coup. Si je vous partage ça, ça donne quoi? Ce petit écran. Voilà, juste pour dire à tout le monde un petit peu où est-ce qu'on en est dans le challenge. Alors, vous voyez qu'on a reçu un peu plus de 200. Ah, ben non, j'ai pas. Là, je partage, ça y est. Voilà, ce petit graphique qu'on a sorti aujourd'hui et qui montre que on a reçu d'un peu plus de 200 échantillons à 100 cycles. Donc, c'est vraiment super. On est exactement dans le timing. Prévu par le challenge. Il y a à peu près voilà, un peu plus de enfin, 450 environ personnes qui sont entre 50 et 100. Donc ça, c'est bien. Bon espoir de voir vos grains à 100. C'est pour qui tout se passera bien jusqu'au bout. Ouais, arriver à 100 dans quelques mois, quoi. Et puis pour ceux qui sont encore actifs et qui sont dans cette zone-là, bah, on vous attend au moins à 50 avant qu'on commence vraiment l'étude du séquençage et la mesure de la biodiversité dans vos grains. Voilà, pas de panique. Même le point à 50, ouais, sans doute ceux qui sont par là ont sans doute pas le temps d'arriver à 100 avant qu'on démarre vraiment les analyses. Mais c'est pas très grave, ça nous intéresse beaucoup à 50 aussi, parce que si ça se trouve, voilà, tous les choses ou les choses les plus intéressantes se passent dans les 50 premiers cycles, c'est tout à fait possible. Et de toute façon, on aura besoin des deux types d'informations. Donc voilà, nous on est content en tout cas de ces statistiques, de voir qu'il y a encore autant de gens qui sont actifs sur le projet, sur le forum. Et on reste voilà, comme depuis le début à votre disposition pour répondre à vos attentes. Voilà, j'arrête ça. On va lancer doucement. Vous êtes une trentaine de participants, super. On va lancer tout doucement le webinaire qui, comme d'habitude, est enregistré. Vous posez, comme d'habitude, vos questions dans le chat. Et après la présentation de Pierre, on prendra le temps habituel pour répondre un petit peu aux questions que vous voulez lui poser et des choses que vous avez envie de discuter. Voilà. Sans autre forme de procès, merci beaucoup à Pierre d'être là et je vais laisser à Christophe le soin voilà, d'introduire le webinaire du jour. Oui, merci Jean-Baptiste. Donc effectivement, écoute, on est ravis d'accueillir Pierre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que tout le monde le connaît. Alors ceci étant, Pierre est plus connu dans la sphère du kombucha, puisque il est un des cofondateurs d'Archipel, que tout le monde, j'imagine, a testé. Ceci étant, on sait tous que le kombucha est un cousin du kéfir. On pourrait d'ailleurs en discuter longuement. Et au-delà de ça, page de publicité quand même, je vous rappelle qu'il y a un ouvrage qui est la Bible euh, des chimistes du kéfir, et donc kéfir et kombucha, écrit par Pierre, donc, puisque Pierre non seulement fait du kombucha, mais a aussi un sacré bagage scientifique, puisqu'il a un doctorat de quoi? De chimie d'ailleurs, quelque chose comme ça, bref. Donc, Chimie organique, ouais. comment? Chimie organique, exactement. Voilà, chimie organique, c'est exactement ce dont on a besoin pour plus un petit touche de biochimie pour aborder le kéfir et le kombucha. Donc, on est ravi de t'avoir avec ta double casquette de scientifique et de brasseur. Et donc, bah, écoute, à toi la parole pour nous raconter un peu ce que tu fais et comment est-ce que tu essayes au quotidien de comprendre ce que tu fais. Complètement. Alors, déjà merci parce que je suis très content d'être là. Ça va être très. J'espère que ce sera que, voilà, que vous apprendrez des choses. C'est un peu le but de cette présentation. Donc, déjà pour vous dire, là, je partage mon écran. Ça devrait arriver. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que je ne fais pas la bonne manip. Tac. Normalement, vous devez voir ma présentation. Ouais. Ouais, c'est Parfait. bon. Comment je fais déjà pour la mettre en grand? Je ne sais plus. En bas à droite, tu as une petite. Voilà, c'est ça. C'est celle-là, ouais. Ouais. Et ma lecture. Parfait.
pour vous dire, je fais pas. En ce moment, maintenant, je fais moins depuis que je fais plus vraiment de sciences parce que je ne fais plus vraiment de sciences. Donc, je fais moins de présentations. Donc, c'est une petite présentation que j'ai faite là hier et lundi. Vous allez voir que la dernière slide, justement, il n'y a rien parce que j'étais aujourd'hui dans une grosse journée de prod et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finir tout, mais je pense que c'est assez complet. Je pense n'hésitez pas, alors parce que là je ne vois pas sur mon écran les questions, mais n'hésitez pas, Jean-Baptiste, Alexandra ou Christophe, Les questions, on te les de fera en fait, m'arrêter. les questions, nous, Ouais, ouais, nous on va garder un œil dessus et, ok, et à ça la fin, marche. c'est nous qui nous chargerons de te les poser. Ok, ça marche. Mais s'il y Bien, a un truc pertinent sur le moment, franchement, n'hésitez pas. Ouais, ça marche. J'ai un petit fil conducteur, mais voilà, je peux Je crois très bien qu'il faut que m'arrêter. tu te mettes en mode plein écran et pas lecture. Ah, Tes diapos ça vont serait être mieux. tronqués, je pense. Ok. C'était presque. J'étais en mode, Ouais, plein plein écran. écran. Ok. allez, C'est mieux là? Je Non. pense ouais, que ça voilà. va être plus simple pour toi. Ok, Ouais, ça et tu marche. peux tu peux même masquer le truc là. Ah ouais, ça vous le Masquer le voulez aussi. bordel. Et voilà. Voilà, on est nickel. Donc j'ai voulu quand la présentation, quand vous m'avez demandé, je me suis dit comment j'allais le présenter. Je me suis dit que c'était intéressant de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Moi aujourd'hui, en effet, bah, j'ai eu une thèse de chimie, j'ai fait un postdoc en biochimie à Ottawa, mais après très vite, je me suis dirigé vers en fait la fermentation et je me suis dit ce qui pouvait être intéressant, c'était de se demander est-ce qu'aujourd'hui vous produisez surtout sur des petits volumes, mais est-ce qu'on peut toujours faire des boissons comme ça, mais sur des volumes aussi gros que du 60 hectos. Et donc, je vais vous expliquer rapidement la chronologie du projet Archipel. Et ensuite, petit à petit, on va rentrer dans ce qu'est le kombucha et un peu comment on fait pour arriver potentiellement à produire et à brasser 6000 litres de kombucha. Et je pense que ça va nous permettre de réfléchir à plein de choses et de penser à plein de choses autour de la fermentation. Et donc, ça me paraissait assez chouette. En 2017, donc rapidement, une petite chronologie, en 2017, on crée avec Achille un atelier de polyfermentation où on produisait au début de la bière. À la base, c'était ça le projet. Et on s'était dit, voilà, on voulait avoir une brasserie de bière. Et très vite, on a découvert d'autres fermentations, dont le kéfir, parce qu'on avait un de nos associés qui faisait du kéfir, et également donc du kombucha qu'on a découvert un peu plus tard. Et on faisait aussi des lactofermentations. Donc dans ce lieu, c'était un peu un lieu hybride où on faisait de la production sur des plus petits volumes. Là, actuellement, au tout début, on a commencé sur des volumes 1 litre, après on a fait 5 litres, après on a fait 10 litres, et ensuite on a fini par des 100 litres de kombucha et des 60 litres de kéfir. Et tout ça, en fait, sur ce lieu, on le produisait et on le vendait sur place. Il y a eu différents événements, dont le départ d'un associé et le Covid-19. Et donc, on s'est rapproché d'une brasserie qui s'appelle toujours la brasserie de Lettres, dans le 19e. Et en fait, on a eu la chance de pouvoir brasser du kombucha. Et justement chez eux. Donc c'était assez une opportunité énorme parce qu'au début on produisait sur 100 litres et on s'est dit bah, on va avoir tout de suite le matériel pour produire sur du 1000 litres. Donc très vite on a fait ce x10 qui était loin d'être évident, parce que c'est vrai qu'au début, on est parti en fait et au final, ça vient toujours de là. C'est une mer qu'on a récupérée à la Louve, une mer qu'on a récupérée il y a longtemps et qu'on a au fur et à mesure développé et fait grossir. Donc voilà, encore une fois, de 1, 5, 10, 100 litres. Et après, on est passé sur du 1000 litres. Et donc, on a créé cette marque, la marque Archipel, donc avec Achille et moi. En 2020, et ça on y reviendra, on lance notre kombucha ambiant, donc qui sera toujours notre kombucha, qui est un kombucha qu'on peut stocker en température ambiante, donc ça on y reviendra plus tard. Et donc la publication de Kéfir et Kombucha Atelier de polyfermentation avec une très belle préface de Christophe. Et en 2024, gros changement encore avec aujourd'hui un déménagement à Dijon. Donc en fait, notre prod est aujourd'hui produite à Dijon. Et en fait, on a un lieu de production à Dijon où en fait, on fait toujours notre ferment, et ça j'y reviendrai aussi, et un lieu où on fait le gros du volume dans une brasserie qui s'appelle la Brasserie de France à Beaune.
Nous, on a vraiment cette notion, même notre entreprise s'appelle Polyfermentation, parce qu'on a toujours eu cet attrait sur la fermentation, parce que je reste persuadé que la fermentation permet d'obtenir des, euh, des, euh, des caractéristiques organoleptiques qui sont vraiment très intéressantes. Et donc, et on le voit dans notre kombucha, où on voit vraiment une évolution pendant cette fermentation, où on part d'une infusion, et ça on y reviendra, je vais en parler juste après, mais on passe d'une infusion qui va être très infusion classique, et quand on la fait fermenter, on arrive à avoir avec cette acidité, mais aussi d'autres choses, d'autres réactions biochimiques, d'avoir en fait des aromatiques très intéressantes qui arrivent, et c'est ça qui est assez fou. Et aujourd'hui, nous, dans notre projet Archipel, on se concentre beaucoup sur le kombucha, et surtout, en fait, on a un sourcing français. L'idée, c'est vraiment depuis le début de faire un kombucha le plus local possible. Donc, dès le début, on a remplacé le sucre, au lieu que ce soit un sucre de canne, on a pris un sucre de betterave français, et maintenant, voilà, on va plus loin encore en remplaçant le thé. Donc, historiquement, qu'est-ce que c'est que le kombucha? C'est une infusion de thé qu'on fait fermenter avec un ensemble de levures et de bactéries. Et nous, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un kombucha euh, avec d'autres feuilles, et donc entre autres avec des feuilles de cassis qui viennent ici de Bourgogne, des feuilles de framboisier, des feuilles de figuier, ou des feuilles de clémentine actuellement. Donc on a plusieurs gammes, une gamme classique, une gamme canette un peu plus sucrée, avec plus d'aromatiques, et des aromatisations avec entre autres du gingembre et de la purée de framboise, des assemblages qui sont une gamme premium, des pérégrinations qui sont des co-fermentations avec du raisin. Donc ça nous donne des sortes d'hybrides vin kombucha avec un faible degré d'alcool, mais là pour le coup c'est déclaré aux douanes, on est autour de 3 degrés d'alcool, et une gamme terroir qui là est un travail qu'on compte mener, et où l'idée c'est vraiment d'aller essayer de piéger l'aromatique d'un terroir. Donc là, une des idées, c'est l'aromatique, ça serait le terroir Jura, les forêts du Jura, et donc aller chercher un côté un peu champignon, un côté aussi évidemment très forestier avec des jeunes pousses de pin. Donc voilà, c'est un travail qu'on est en train de mener. Pour revenir sur ce qui vous intéresse le plus, le kombucha, donc qu'est-ce que c'est? C'est historiquement donc cette infusion de thé sucré fermenté par un SCOBY. Donc SCOBY, ou appelé mère de kombucha, on a l'avantage du mot, de l'acronyme anglais, c'est que ça dit bien ce que c'est que c'est un ensemble de levures et de bactéries qui vivent en symbiose, et qui nous donnent justement cette mère de kombucha. Et c'est cette mère de kombucha qui vient fermenter cette infusion de thé sucré. Dans cette mer de kombucha, il y a quoi? Il y a un cocktail de micro-organismes. Il y en a plein de différents, et c'est ça qui est assez fou, c'est cette diversité. Donc, on ne va pas tous les citer, là j'ai cité vraiment des grandes familles, mais il y a des acétobactères, il y a beaucoup d'acétobactères, des bactéries donc acétiques, il y a aussi des bactéries lactiques, et il y a aussi également des levures. Parce que qu'est-ce qui se passe lors de cette fermentation? Lorsque dans le kéfir, vous avez une fermentation qui peut avoir une fermentation alcoolique et en même temps une fermentation lactique qui se passe en même temps. Ici, si on le schématise, parce que évidemment en bio, rien ne se passe aussi simplement, mais l'idée c'est que tu as une première fermentation qui va être une fermentation alcoolique, donc on va transformer ce sucre en alcool, et ensuite cet alcool, il est transformé en acide acétique par majoritairement ces bactéries acétiques, et c'est pour ça que dans le kombucha, alors, dans le kéfir, on peut le faire aussi, mais dans le kombucha, c'est vraiment un prérequis. Il faut avoir une fermentation, on va dire, ouverte, donc avec un vrai apport d'oxygène. Donc, cet apport d'oxygène, il permet tout simplement un bon développement de ces bactéries acétiques, et entre autres, et aussi de transformer donc, ces levures cet alcool en acide acétique, donc en vinaigre. Donc, le travail de n'importe quel producteur, qui soit pro ou qui soit particulier chez lui, c'est d'arriver à maîtriser cette fermentation avec on a différents outils pour faire ça, mais pour avoir une boisson qui soit au final, qui soit une boisson pétillante, légèrement acide, mais parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop acide, idéal, le plus faiblement alcoolisé, et peu sucré. Donc ça, c'est ce qu'est le kombucha. Comment on fait du kombucha à la maison?
Rien de très compliqué. On fait une infusion historiquement donc de thé dans une eau sucrée. Là, j'ai mis des quantités, mais après, tout peut ça peut être modifié. Donc ensuite, on enlève le thé, on refroidit ça et cette infusion et on rajoute justement un ancien kombucha et un peu d'un ancien kombucha pour commencer à acidifier le milieu et également commencer à mettre des micro-organismes en suspension. Et ensuite, on rajoute cette mer de kombucha, on laisse ça fermenter justement ouvert, donc juste protégé par une sorte de toile à beurre pour avoir un échange avec de l'oxygène. Et, et, on, et on laisse fermenter ça donc plusieurs jours. Alors, c'est un peu plus long que le kéfir. Moi, souvent, je dis à peu près 7 jours de fermentation, c'est à peu près la moyenne. Et ensuite, on peut enlever cette mer et soit aromatisé, soit directement embouteillé. On laisse fermenter ça dans une bouteille fermée et ça, normalement, si tout se passe bien, on a une refermentation dans la bouteille qui permet d'avoir un peu de bulles et ensuite c'est prêt à être consommé. Sur plus grosse échelle, comment ça marche? C'est à peu près la même chose. Là, là c'est une petite photo du local que j'ai justement à côté de Dijon. Donc là, ce que vous voyez devant vous, c'est des fermenteurs les premiers que vous voyez, c'est des fermenteurs 500 litres et ceux de derrière, les un peu plus gros, c'est du 1000 litres. Donc ça commence à être gros, mais ça reste petit. Et la salle de brassage, l'endroit où on fait l'infusion, c'est tout simplement il y a une cuve d'eau chaude et qui est liée avec une cuve de filtration. Et dans cette cuve de filtration, donc moi je mets mon thé dedans ou mes feuilles, je mets mon sucre et ensuite dedans je mets de l'eau chaude, j'agite tout ça pour bien homogénéiser, ensuite je refroidis ça par un échangeur à plaques, ça va dans mon fermenteur et ensuite je rajoute donc mes ferments. Les grosses différences qu'il y a avec brasser à la maison, c'est que c'est vrai qu'à la maison, on essaye d'être le plus clean possible parce qu'il le faut, mais on a quand même on a moins d'épées de Damoclès au-dessus de notre tête parce on a moins de, on a moins de contraintes qui sont donc évidentes chez un pro, même si ça c'est assez étonnant, c'est qu'il y a aujourd'hui très 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 peu il y a même rien en contraintes vraiment sanitaires, c'est plus des choses que nous on s'impose parce que c'est une évidence, mais aujourd'hui on n'a pas de contrôle d'hygiène, on n'a pas de choses comme ça, ce qui est assez surprenant, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans la bière. Aujourd'hui, dans les brasseurs, il n'y a pas de contrôle d'hygiène parce qu'on considère qu'il y a fermentation. Donc, en fait, on le sentirait, on le remarquerait si le produit était vraiment contaminé et toxique. Mais voilà, c'est toujours assez étonnant quand on parle d'un genre, entre autres dans la restauration, ça paraît tellement choquant d'avoir aussi peu de normes. Mais voilà, nous, on s'est toujours dit depuis le début, c'est essayer être le plus rigoureux possible comment on travaille et après je vais revenir un peu sur les différents suivis que nous on réalise. Ensuite, tu as des contraintes légales. Évidemment, on produit une boisson qui est considérée comme sans alcool. Donc en France, faut être sous les 1,2 pour être considéré comme sans alcool et voire 0,5 parce que dans le reste du monde, on est plutôt à 0,5. Et une chose que les gens ne savent souvent pas, c'est que quand on est en dessous de 0,5, on a une TVA à 5,5 et quand on est entre 0,5 et 1,2, on est sur une TVA à 20%. Et aujourd'hui, personne ne le sait, il n'y a aucun contrôle parce que voilà, on est tellement un petit marché qu'il n'y a pas grand, il y a pas grand monde qui vient vérifier ça. Mais voilà, c'est des choses à savoir. Et donc nous, depuis le début, on s'est toujours dit, si on fait une boisson sans alcool, il faut qu'on soit sous les 0,5. Et donc aujourd'hui, on a réussi à être entre 0,1 et 0,3 degrés d'alcool. Et je vais expliquer comment on arrive à être aussi bas. Pour vous dire, pour lier par rapport à ce que vous faites vous à la maison, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des chiffres qui sont compliqués, pour moi impossible à avoir à la maison, parce que déjà on a moins de contrôle. Je vais y revenir avec une technique que j'utilise moi avec
un starter de kombucha, mais j'y reviendrai, qui permet aussi d'avoir ces degrés d'alcool bas. Et ensuite, la dernière chose, c'est que vous avez une fermentation naturelle à la fin dans la bouteille. Nous, à grande échelle, si on veut avoir un produit stable à température ambiante, on est obligé de recarbonater. Et il faut savoir qu'une recarbonatation en bouteille, ça rajoute, pour avoir une carbonatation à peu près classique, c'est ce que j'avais à peu près déterminé, mais ça rajoute 0,4 degrés d'alcool. Donc plus ta fermentation lors de tes différentes F1 et de tes aromatisations, tu es vite au-dessus des 0,5. Jamais rien de bien dramatique, mais dans la réglementation, c'est un peu plus compliqué. Et après, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses à venir. Ça, on est toujours en veille, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Des contraintes techniques, évidemment, hein, nous, on va souvent, en tant que pro, regarder la répétabilité de nos productions. C'est vraiment quelque chose de très important, une maîtrise de l'alcool et du taux de sucre, où on met évidemment des valeurs nutritionnelles qui sont une moyenne, mais qui doivent être cohérente et liée à des vraies analyses. Une carbonatation qu'il faut justement qu'il soit toujours la même. Il ne faut pas avoir de risque de bouteilles qui explosent ou de surcarbonatation. Évidemment, le problème de reprise de fermentation qui peut encore être un problème parce que tu risques d'avoir des degrés d'alcool qui augmentent et aussi des bouteilles qui, à l'extrême, vont jusqu'à exploser. Donc c'est sûr que nous, on peut pas se le permettre. Et la mer dans tout ça, la mer, elle prend comme vous devez le savoir, elle prend la forme et la taille du bocal, ce qui, à notre échelle, peut vite être un problème. Aujourd'hui, quand on brasse sur du 1000 litres, ça reste compliqué, mais imaginez justement de produire sur du 6000 litres avec une mer de kombucha. J'avais fait une petite estimation, elle pèserait une centaine de kilos avec quelque chose qui est quasiment immanipable. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a des pros qui le font. Il y a deux grandes familles de gens qui le font comme ça. Il y a entre autres, ça c'est assez impressionnant si vous avez il y a une vidéo qui tournait, je pense qu'on la trouve toujours sur Internet, de Hates Kombucha qui est aux États-Unis, où en fait c'est des milliers de petits bocaux de 5 litres. En fait, ils ont décidé de refaire exactement la même chose qu'ils faisaient à la maison, mais sur grosse échelle. Donc en fait, c'est des milliers de bocaux qui sont sur des énormes racks. Et en fait, maintenant, tu as des machines qui viennent les prendre, et ils enlèvent la mer, et après, ils remélangent tout ça. Et donc, je trouve que ça a peu de sens. Et ensuite, tu as l'autre technique qui est avoir des fermenteurs plus sur mesure, qui vont être beaucoup plus larges, qui vont permettre, en étant plus large, d'avoir plus de contact avec l'oxygène et donc et aussi de plus facilement les manipuler. Parce que moi, j'ai des fermenteurs qui sont assez hauts. Et donc, le problème, c'est qu'aller sortir une mer de kombucha dans un fermenteur haut, bah, c'est très compliqué. Oui, je dis aussi que souvent, justement, avec ces fermenteurs assez hauts, le problème d'avoir une mer à la surface, c'est qu'aussi on va avoir tendance à bloquer l'oxygène et donc de travailler plus en anaérobie, donc d'avoir des risques, d'avoir des augmentations du taux d'alcool. Et ensuite, quelque chose que j'avais en tête assez longtemps, mais je me suis toujours dit, mais la mer, en fait, elle ne doit pas être indispensable parce que les micro-organismes, ils sont présents et la mer, qu'est-ce que c'est? C'est micro-organismes, et c'est surtout en fait certains acétobactères dans ces micro-organismes qui vont faire donc ce polymère, donc cette forme. Donc un polymère, je rappelle, vous devez savoir, mais je rappelle rapidement, hein, on part d'une molécule qui va être le monomère, et en fait on agrège plein de fois cette molécule, et après ça devient une énorme molécule et elle devient tellement grande qu'ensuite on la voit à l'œil nu. Et donc à la fin on arrive à avoir des mers de kombucha. Donc des mers de kombucha, c'est en fait c'est de la cellulose qui est formée, donc c'est un polymère de cellulose, et dedans, en fait, ils ont construit leur maison, et dedans, il y a les micro-organismes qui se mettent dedans. Je trouve qu'à l'échelle, à la maison, c'est un intérêt fou, parce que c'est un intérêt très protectif. Donc en fait, c'est à la surface. Donc en fait, on va avoir moins de risques de contamination extérieure. Que moi, vu comment je travaille, en fait, tous mes fermenteurs sont désinfectés avant chaque utilisation. Donc, en fait, j'ai moins ce risque d'avoir une contamination. Si je bosse bien, en fait, j'ai pas de contamination extérieure. Et donc, pour la fermentation, juste ce que je veux, donc cette première fermentation alcoolique suivie par cette fermentation acétique, pour moi, elle n'est pas indispensable. Ça va plus être une contrainte qu'autre chose. Donc, très vite, je me suis dit, est-ce qu'on ne pouvait pas brasser sans cette mer?
Et il y avait un gros acteur quand ça c'était donc vraiment quand on était encore Silky, donc cet atelier de polyfermentation, où déjà je pensais à ça. Et en fait, il y avait un gros acteur qui s'appelait Jar Kombucha. Donc c'est un Anglais qui s'est mis à faire qui a fait du kombucha et ensuite il a été racheté par Duvel. Bah, une grosse partie a été rachetée par Duvel et c'est lui qui en fait il brassait comme ça et en fait je me suis dit bon si lui il y arrive en fait ça doit bien être faisable et donc je me suis mis à travailler là-dessus et donc en fait la méthode c'est la méthode du starter. Donc en fait l'idée c'est de faire des fermentations assez longues. Donc on a une première fermentation assez longue qui va permettre en fait d'avoir un vinaigre de kombucha. Et en fait, pour faire ça, en fait, je travaille moi en deux phases. J'ai une première phase qui est en anaérobie. Donc en fait, je laisse les levures travailler et j'injecte pas du tout d'oxygène. Donc en fait, les levures vont travailler et transformer le sucre en alcool. Et ensuite, au contraire, là, je fais comme un cidrier, donc un vinaigrier. Et donc j'injecte de l'oxygène dans mon milieu. Et en fait, là, les bactéries acétiques vont transformer cet alcool en acide acétique et à la fin, j'obtiens un vinaigre de kombucha. Et c'est ce vinaigre de kombucha que j'utilise par la suite pour venir ensemencer en fait mes différentes infusions. Et en fait, la gros avantage de ça, c'est donc qu'on travaille qu'avec des liquides, donc pas cette manipulation de mer. Donc en termes d'hygiène, c'est parfait. Et deuxième avantage, c'est que vu qu'on est sur un vinaigre, en fait, on a réussi à descendre très bas en alcool sur notre ferment. Et donc quand on l'ajoute à notre infusion sucrée de n'importe quelle feuille, en fait, on arrive à rester sur des taux d'alcool très bas. Donc, c'est une méthode que j'utilise. Aussi, à l'échelle pro, on a vraiment ce besoin de maîtrise et de suivre donc, les fermentations. Donc, ça, c'est un truc qui est souvent un peu négligé, mais qui est logique parce que c'est compliqué de gérer une température quand on est chez soi, quand on brasse chez soi où il faut commencer à avoir du matériel, mais il faut se dire que cette température, elle est vraiment indispensable. Elle est vraiment très importante. Schématiquement, plus c'est chaud, plus ça va aller vite, et plus c'est froid, plus ça va aller lentement. Mais en fait, il se passe aussi plein de choses différentes. C'est pas les mêmes micro-organismes qui bossent et tout. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez intéressant que les brasseurs de bière amateurs connaissent très bien, parce que là, on va avoir des choses très extrêmes où on peut vraiment avoir des vrais faux goûts qui arrivent avec justement des fermentations, mais parce que les fermentations sont souvent plus actives. Donc on a une tendance à monter plus en température et donc vite à arriver à des températures au-dessus de 35, voire même parfois 40 degrés. Donc si on n'a pas les levures qui sont adaptées à cette température, elles vont stresser et vont faire des faux goûts et donc on va avoir des mauvaises bières. Dans le kombucha, dans le kéfir, en fait on a des fermentations qui sont quand même souvent moins actives et donc parfois ça a moins de gros impacts. On a moins de risques de grosse augmentation de température, mais c'est quand même quelque chose à avoir toujours en tête, cette température. Et le milieu nutritif, euh, euh, le milieu nutritif, c'est évidemment c'est l'apport ce qu'on rajoute lors de nos fermentations. Donc moi, c'est du thé ou différentes feuilles. Et aujourd'hui, on voit que quand je rajoute du thé, ma fermentation se passe bien. Mais moi, je suis en train d'essayer de travailler pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, mon ferment est toujours nourri avec du thé, mais je suis en train de travailler. Et là, justement, on vient d'avoir même une aide de la région pour faire des tests là-dessus. En fait, on va commencer à faire un starter qu'avec des feuilles de framboisier. Donc en fait, on va nourrir notre mer de kombucha qu'avec des feuilles de framboisier et voir ensuite, moi je vais voir des aspects très macro avec je vais voir le goût, je vais voir les densités, le pH, l'acidité totale, l'alcool, c'est ça que je vais pouvoir déterminer moi dans mon local, mais justement grâce à la région, on va pouvoir aussi envoyer on va pouvoir envoyer les résultats, des échantillons en labo, et pour pouvoir avoir un vrai, par une analyse PCR, voir vraiment tous les micro-organismes qui sont, et donc la population, et voir en fait l'évolution avec le temps. Donc ça va être quelque chose, un travail sur un an, et donc on va avoir 5 étapes, et on va arriver à voir justement l'évolution des micro-organismes en nourrissant justement les mers avec autre chose que du thé. Donc je vous dirai ça dans un an, quel est le résultat.
Et oui, et donc ce suivi régulier, aujourd'hui, il y a quelque chose en final, je trouve souvent presque l'outil le plus puissant, c'est tout simplement le goût et l'odeur. Moi, c'est souvent, je sais quand j'arrête mes fermentations, c'est en goûtant, et donc c'est vraiment ça. Après, évidemment, des suivis de densité, des suivis de pH, des acidités totales. Donc moi, je titre l'acidité pour voir justement, entre autres, pour savoir quand mon vinaigre est prêt, je titre régulièrement l'acidité pour voir quand mon produit est arrivé à son maximum d'acidité. L'alcool, qu'aujourd'hui, soit j'en bois en laboratoire, soit je fais des distillations de mon côté. Et ensuite, justement, des analyses aussi de labo régulières avec des degrés d'alcool pour toujours s'assurer qu'on est bien sous ces 0,5, des valeurs nutritionnelles assez régulières et des analyses de microbio pour justement voir si mon produit est bien stable à température ambiante. Et justement, pour parler de cette stabilisation de produit, il y a plusieurs options dans la commercialisation du kombucha. Il y a la technique un peu, ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire avoir un produit vivant où on touche le moins de choses possible. Et donc là, le seul problème, c'est que ça nous oblige à avoir un stockage frigo, et donc ça veut dire une chaîne logistique en froid. Euh, et ça, nous, très vite, on s'est rendu compte que ça allait être un problème très pragmatiquement, économiquement, parce qu'il y a plein de restaurateurs qui, au début, comprennent pas vraiment ce que ça veut dire qu'avoir un produit qu'il faut stocker au froid. Donc, ils te disent oui, mais en fait, c'est stocké dans leur cave qui va être vite à 30 degrés. Donc c'est un vrai problème. Et ensuite, il y a aussi un problème écologique de faire toute cette logistique au froid. Donc ça, voilà, ça c'est la première solution. Ensuite, il y a une autre solution, c'est de faire des fermentations qui vont aller manger tout le sucre. Et donc à la fin, on a un produit qui a plus du tout de sucre. Donc les micro-organismes qui sont là, ils vont pas pouvoir manger du sucre pour justement refaire de l'alcool et du CO2. Donc tu as une stabilisation du produit qui a ça. Moi, ce que j'aime pas dans cette technique, c'est le côté gustatif. Aujourd'hui, j'ai pas goûté vraiment de produit qui était avec cette technique-là que je trouve assez satisfaisant. Moi, je trouve que ce sucre, l'air de rien, il apporte quelque chose. Et nous, on est vraiment bas en sucre. On est à 2,5 grammes pour 100 ml, donc on est vraiment pas très haut. Mais ça suffit pour apporter juste un petit côté plaisir et que pour nous est important. Et après, il y a la technique, une des techniques qu'on utilise, donc c'est neutraliser ou enlever les micro-organismes. Donc neutraliser, ça va être de la pasteurisation. Donc on chauffe à certaines températures pour tuer les micro-organismes. Et le problème de ça, c'est que souvent, vu qu'il y a beaucoup de micro-organismes, ça va altérer les goûts et ça peut aussi altérer donc différentes vitamines, différentes choses. Ça, moi, je rentre pas trop là-dedans parce que c'est vrai qu'on a peu d'études sur les aspects santé du kombucha. Il y a des choses, mais moi, j'aime pas trop rentrer là-dedans et j'aimerais bien un jour faire des études sur mon propre kombucha pour pouvoir vraiment vous donner des vrais résultats. Mais pour l'instant, là, on en est loin. Et il y a la technique, donc celle qu'on utilise, c'est ce que vous voyez sur la photo. C'est donc de la filtration. Donc en fait, c'est le liquide là, il rentre sur la droite et en fait, il va traverser des plaques de cellulose. Donc maintenant, j'ai la chance on a un fournisseur qui travaille qu'avec des plaques de cellulose, 100% cellulose. Donc c'est vraiment 100% compostable. Et en fait, tu as différents maillages et ça permet en fait de progressivement de descendre le maillage et d'arriver à des choses qui sont tellement fins qu'en fait, on bloque les micro-organismes. Et en fait, le gros avantage, c'est que ça n'altère pas très très peu le goût. Et donc, on ne chauffe pas, il n'y a rien. Donc, c'est assez intéressant. Et là, pour vous dire où on est là sur cette photo, on est justement à la Brasserie de France. Donc, c'est là qu'on produit nos gros volumes. Donc là, ça commence à être une belle brasserie. Là, les fermenteurs qu'on voit derrière, ça doit être à droite, ça doit être du 3000 litres et à gauche, ça doit être du 5000 litres, 5 ou 6000 litres, pour vous donner une idée. Et ensuite, il y a une dernière technique. Et je suis assez content parce que j'ai découvert ça il n'y a vraiment pas longtemps. C'est la technique la technique des cidriers. Et parce que moi, je me suis toujours demandé, mais comment le cidrier ils font pour nous proposer un cidre doux
qui en fait, sans pasto, parce qu'il y en a plein qui sont pasteurisés, il y en a plein qui sont filtrés, mais il y en a aussi plein qui sont naturels et qui sont en fait pas, qui ont encore du sucre, mais qui sont stables. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'ils font des fermentations très longues et avec des gardes très longues, ça veut dire c'est surtout des gardes très longues plus que des fermentations, donc ça veut dire des mises en froid qui sont très longues. Et en fait, ça va, à un moment là, ils vont régulièrement en fait venir au bas des fermenteurs. Donc les fermenteurs, ils sont cylindroconiques souvent, donc en fait, on va réussir à enlever au fur et à mesure tout ce qui sédiment, tout ce qui se dépose. Et tout ce qui se dépose, en fait, c'est des levures. Et ça peut être aussi des bactéries, bon, c'est des micro-organismes, mais c'est des choses qui sont riches en nutriments. Et en fait, à force de faire ça, en fait, le milieu s'appauvrit de nutriments. Et donc, en fait, même s'il reste encore quelques levures qui se baladent, en fait, elles n'ont pas assez de nutriments pour pouvoir aller manger ce sucre et refaire de l'alcool. Donc, en fait, ça permet de stabiliser le produit. Le gros problème de ça, c'est que c'est des cycles qui sont très longs. C'est des gardes, je crois que c'est à peu près 6 mois de garde. Donc, c'est des choses qui, nous, sont inenvisageables par rapport à nos besoins de rotation. Mais voilà, c'est quelque chose à avoir en tête que je trouve assez intéressant. Et donc, c'est ma dernière slide où il n'y a rien. Pierre, Ouais. pardon, excuse-moi, ce sujet en cidre, je sais qu'il y en a certains qui centrifugent aussi pour accélérer ce processus, en fait. Ouais, bien sûr, complètement. Ouais. Bah après, c'est ça, mais ça, c'est des techniques plus complètement. Bourrin. Exactement, plus bourrine. Ouais. Mais oui, après ça, il y en a plein. Typiquement, moi, le premier filtre à plaque que j'ai utilisé, c'est un cidrier qui utilisait ça. Donc, il y en a plein aussi. Il y a plusieurs méthodes justement de séparation qui permettent qui permettent ça, quoi. Ou tu as aussi du collage, hein, comme dans le, Et comme du dans le collage vin. comme dans le vin, ouais, bien sûr, ouais. C'est sûr. Mais le truc, c'est que le collage, le problème de toutes ces méthodes-là, c'est que je sais que par exemple, même que ce soit la centrifugation ou le collage, c'est des choses qui enlèvent une grosse partie, mais qui vont pas jusqu'à avoir, ça te permet pas d'avoir une stabilisation normalement du produit, ça te donne pas un produit stérile, donc tu as toujours des risques Oui. de reprise, quoi. Non. C'est là où. Et donc, ma dernière slide où il n'y a rien, parce que justement, j'ai pas eu le temps de la finir. Mais donc, est-il possible de brasser sur 6000 litres? Évidemment, oui. C'est vraiment, après, moi, justement, comment j'ai réussi je fais des brassins maintenant de ce volume-là. En fait, c'est que je produis donc justement ce ferment, et c'est ce ferment que j'arrive à produire en assez grosse quantité. En fait, je mets à peu près 10% de mon ferment pour faire, donc je mets 600 litres de ferment pour faire 6000 litres. Et donc, je produis ça, et ensuite, en fait, en mélangeant, on arrive à avoir 10 fois plus de volume de kombucha. Et ensuite, moi, j'ai donc ce process, donc c'est une première infusion. Ensuite, on rajoute ce ferment, on laisse notre fermentation, et ensuite, il y a justement cette filtration qui permet de stabiliser le produit, et ensuite une carbonatation et un conditionnement. Et juste pour vous donner une idée, parce que je trouve que c'est intéressant parce que quand on voit ça, en fait, je trouve qu'on a toujours cette notion moi, je sais quand on s'est lancé, il y a beaucoup de gens qui nous disaient qu'en fait, on était presque des gros industriels parce qu'on produisait plus, on produisait, on produit pas sur des tout petits volumes. Et c'est vrai que le matériel est quand même assez impressionnant. Moi, je suis toujours impressionné de rentrer dans ce genre de brasserie où tu te dis, mais c'est énorme. Mais en fait, c'est vrai qu'on est encore dans un travail très artisanal parce qu'il y a encore beaucoup de choses manuelles. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est d'aller voir justement même une ligne de conditionnement d'une brasserie comme la Brasserie de France qui va déjà très vite, hein. C'est impressionnant. C'est plus de 3000, 4000 bouteilles par heure. Mais quand on va et on voit des lignes vraiment d'échelle industrielle, on est sur des choses qui n'ont plus rien à voir, où en fait l'œil humain n'est même pas assez rapide pour pouvoir pouvoir gérer ces conditionnements. Donc après, tout est automatisé, donc on est sur des échelles qui n'ont plus rien à voir. Donc on est encore très loin de l'industrie, mais il y a encore beaucoup de travail humain, et j'espère que voilà, qu'on continuera comme ça, parce que je trouve que c'est justement, ça nous permet d'avoir encore une bonne maîtrise du produit, et c'est assez chouette. Voilà, je crois que c'était à peu près ce que j'avais à dire. Eh bien, merci. Pendant que tu parlais, il y a eu deux questions, mais en fait, tu y as répondu, mais on peut repasser un On peu peut les dessus. reprendre, ouais. Il y avait une question sur effectivement le fait de remplacer le thé, c'est-à-dire que le kombucha, historiquement, voilà, c'est toujours associé au thé. Tu as commencé à dire que tu expérimentais pas mal sur les feuilles de framboisier.
Grosso modo, qu'est-ce que ça dit sur ce sujet-là? Effectivement, le thé, c'est interchangeable avec tout ce qu'on veut. Ouais. Le thé, donc, c'est ce qui apporte aujourd'hui qui apporte les nutriments, le milieu nutritif à notre kombucha. Aujourd'hui, moi, ça m'avait beaucoup frustré quand, justement, à l'écriture du livre, c'est qu'à chaque fois que je lisais des publications là-dessus, ils disaient tous qu'ils utilisaient du kombucha pour du thé, pour les aspects nutritifs, mais sans expliquer du tout ce que ça apportait. Et donc, on sait que ça existe depuis plusieurs milliers d'années, et on se dit, oui, ça marche avec le thé, donc c'est chouette, et il y a aucune... et donc, voilà, mais qu'est-ce qui est dans le thé qui apporte des choses? Donc, c'est pour ça pourquoi le feuille de framboisier, pour vous expliquer un peu la démarche, c'est que on a fait on a regardé dans la littérature un peu la composition de feuilles de thé, la composition de feuilles de framboisier. Et il s'est avéré qu'il y a plein de choses qui sont assez proches. Et même quand on se fait des infusions, moi, le nombre de fois que je brasse le kombucha à feuilles de framboisier, où les gens rentrent dans la brasserie et disent, ah, ça sent le thé, c'est un truc de fou. Alors que c'est pas de thé. Et donc rien qu'en organo, on se rend compte que c'est assez proche. Et ensuite, moléculairement, en fait, il y a pas mal de choses qui sont en commun. Et donc, c'est là où on se dit que c'est peut-être un bon substitut. Après, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à brasser avec et sur des petits volumes et ça marche bien. Moi, je sais qu'on a dans le Nord, il y a le restaurant de Florent Laden Ouais. qui justement fait que du local et t'as Oran qui est la sommelière et qui fait ses propres kéfirs et ses propres kombucha entre autres pour l'Auberge du Vermont, d'ailleurs, restaurant étoilé, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est exceptionnel. Parce que c'est voilà, restaurant du Nord, c'est accessible pour un étalé et c'est vraiment d'une originalité folle. Et donc, elle fait ses propres kombucha. Et évidemment, elle fait ses kombuchas que sur du local parce que leur démarche, c'est d'avoir que de l'archi-local et qui vont pas avoir de café, par exemple. Et donc, en fait, elle fait ses propres kombucha depuis maintenant 3-4 ans et il y a pas de sujet de... Donc, moi, je suis persuadé que ça va marcher. Mais avant de me lancer sur des gros volumes, je préfère essayer de faire ça méthodiquement et si en plus je peux avoir des aides. Donc pour l'instant, sur le gros de la gamme, tu continues au thé et tu Moi, le prends pas cher. ouais, mon ferment, c'est toujours nourri avec du thé. Et Ouais, mais c'est que tu le sélectionnes comment ton thé? alors, mon Euh, thé, c'est le même thé historiquement qu'on utilise depuis le début. C'est du thé noir à un Kinira. Donc, c'est un thé noir du Rwanda. En fait, c'est des pieds de grand ceylan qui ont été plantés au Rwanda. Et donc, en fait, ça s'appelle du Kinira. Et c'est très proche d'un grand ceylan. Et c'est le thé que j'ai utilisé historiquement en travaillant avec le Parti du thé et qui nous avait envoyé plein de thés différents. Et donc, en fait, on a testé et c'est celui qui est sorti. Et on travaille toujours avec eux et maintenant juste sur des plus gros volumes. Alors, pendant qu'on parlait, donc il y a une autre question qui arrive, je la lis en direct. Y a-t-il déjà eu des contaminations de bière à la brasserie de Lettres en passant en isobarométrique? Oula, attention, avez-vous remonté les températures de fermentation? Là, on sent il y a des pros, là. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est très bien. Le, euh, la brasserie de Lettres a été nous a permis aujourd'hui d'en être ici parce que c'était les gars qui ont été assez fous pour mettre du kombucha dans leur cuve. Aujourd'hui, il y a très peu à l'époque, il y avait quasiment aucun brasseur qui voulait mettre du kombucha dans n'importe quelle autre fermentation que la fermentation avec de la Saccharomyces cerevisiae dans leur cube parce que ils se disaient que est-ce que tu pouvais avoir une contamination et on a déjà entendu des brasseries qui sont obligées de changer de lieu de prod parce que justement ils sont contaminés par des brettes ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, personne ne voulait faire ça. Et il y a Edouard qui a été assez fou pour dire, mais si on veut faire du kombucha, si on arrive à bosser de façon assez propre, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a fait. On est resté donc, on a produit 3 ans, 4 ans, non, je sais plus, mais un certain nombre d'années ouais, à la brasserie de Lettres et on n'a jamais eu de contamination. Il y a eu, je crois, dans toutes ces années, je crois qu'il y a eu une contamination, mais qui n'avait. Aujourd'hui, on n'a jamais pu remonter que c'était lié à du kombucha. Mais par rapport à l'ISO, ça c'était Tu peux un. peut-être réexpliquer pour tout le monde Ouais. Ah oui, pardon. l'isobarométrique? C'est qu'en fait, que l'isobarométrique, c'est en fait on conditionne dans les bouteilles et sont déjà carbonatées.
Donc en fait, le produit, il est dans le fermenteur carbonaté. Il arrive donc avec des bulles, pardon. Il arrive, il passe dans l'embouteilleuse et quand la bouteille elle sort, elle est prête à être bue parce qu'il y a déjà les bulles, il y a plus rien à faire. Il n'y a pas de refermentation en bouteille. Et donc ça, justement, je trouve que le lieu, le plus gros risque d'avoir une contamination, pour moi, pour avoir bossé, donc parce que j'ai bossé 2 ans en tant que brasseur à la brasserie de Lettres, le risque le plus important de contamination, il est dans cette embouteilleuse. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est quand même assez complexe, avec l'air de rien, même si c'est fait pour être stérilisé, tu as des recoins, t'as plus de chances d'avoir des contaminations. Donc c'est pour ça que nous, quand on a produit à la brasserie de Lettres, on avait déjà un produit qui était justement filtré, qui était micro-filtré, donc à échelle, on était à 0,5 microns, et après on est même passé à 0,2 microns, et pour avoir un produit qui était donc stérile, et quand ça passait dans la ligne de conditionnement, le produit était déjà stérile, donc il n'y avait pas de risque de contamination. Moi, j'avais plus peur même de la contamination des bières pour mon produit final que l'inverse. Ah oui, ok. Bien. Alors, tac, tac, tac. Non. Oui, il Est-ce y avait une que- question sur les tanins, mais ça revient à l'histoire du thé avant, en fait, la Ah, question. C'était la similarité finalement ah oui. que tu trouves en substituant le thé pour du fraisier. Est-ce que ça a à voir avec la teneur en tanin de feuilles? Alors pas fraisier, framboisier, tu as dit, mais Ouais, bah justement, j'en sais pas grand-chose. J'en sais pas grand-chose. Je sais pas comment m'enlever de mon partage d'écran, mais justement, je sais pas. C'est vraiment, mais oui, c'est une des choses que beaucoup de gens disaient et beaucoup de personnes disaient, mais oui, il faut avoir beaucoup de tanins pour pour que la fermentation marche. Mais aujourd'hui, il y a aucune, il y a- alors ça fait maintenant, j'avoue que j'ai un peu arrêté ma veille scientifique, mais c'est vrai qu'il y a pas, il y a rien qui aujourd'hui nous dit oui, c'est les tanins qui viennent permettre la fermentation, quoi. Il y avait aussi la théorie de est-ce que la caféine dans le thé, c'est ça qui apporte quelque chose. En fait, aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose, quoi. Voire, rien. Oui, enfin, d'autant que sur les tanins, ça peut être un peu paradoxal, parce que les tanins, c'est quand même antibactérien aussi, donc dire, il y a sûrement une dose optimale, quoi. Exactement, ouais. Il y avait une question aussi sur le. Alors, je crois que c'est une question ouverte, hein. Pour le thé, y a-t-il une fermentation des feuilles? Alors, je ne sais pas si exactement c'est. Enfin, je sais pas ce que vous entendez dans cette question. Enfin, s'il s'agit de dire est-ce que le thé est un produit fermenté, habituellement non, hein. Enfin, je peux Ouais. répondre, mais en tant que non, tel, je pense. voilà, il y a que. Ouais, c'était peut-être la question, c'était peut-être est-ce que enfin, parce que tu fais une infusion en fait avec les feuilles et ensuite tu Mm. mets tes micro-organismes, donc je pense qu'il y a pas enfin, il y a une fermentation de tout ce qui est libéré éventuellement par les feuilles. Mais Mm. c'est difficile à dire, il y a des choses qui vont pas bouger aussi. Mais ce qui est ouf, genre, moi, je trouve que c'est le plus marquant, c'est sur notre kombucha, bah, le brut au final, c'est donc celui à base de thé. C'est quand même, on voit vraiment pendant la fermentation, au début, on arrive on a un thé infusé, et plus ça avance, plus on va avoir des notes de pommes qui vont arriver, des notes un peu cidrées et qui arrivent. Et ça, mais oui, en effet, c'est souvent pas les feuilles en elles-mêmes. Bah, il y a des, En fait, il y a un des- seul, pour ceux, voilà, ceux qui s'intéressent au thé, il y a une catégorie très particulière de thé qu'on appelle les thés puers, qui sont les seuls, effectivement, qui subissent une fermentation humide. Tous les autres thés, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient verts, uniquement, justement, ils sont séchés, oxydés, donc il y a pas, justement, c'est un produit non fermenté, contrairement au café, qui, Exactement. pour lesquels les fèves subissent systématiquement des fermentations humides, effectivement. Donc, c'est pas mal de faire cette distinction. Alors après, il y avait une question précise aussi sur le livre du Noma, que tu as sans doute lu, bien sûr. Il y a des recettes de kombucha avec des roses ou avec du marc de café. Voilà, c'est une remarque. Ouais. Effectivement, est-ce que tu as Ouais, exploré un peu le bouquin? alors le bouquin du Noma, moi je l'ai trouvé bah, déjà très beau bouquin sur la fermentation, mais je l'ai trouvé trop pointu. Et parce que je trouve qu'il y a des choses où ils font des fermentations à base des jus de poisson, mais des trucs très très niches, et après ils mettent une goutte dans leur repas, et moi j'ai un peu du mal, et j'ai tenté justement leur fermentation, bah, leur kombucha avec du café,
Et moi, j'ai jamais réussi à avoir un bon résultat. Mais c'est pas du tout parce que moi, j'ai pas réussi que on peut pas le faire. Ok. Mais moi, dans les bouquins du Noma, il n'y a pas grand-chose où j'ai tenté plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai tentées. Parce qu'en fait, ce que je trouve fou dans le kombucha et le kéfir, c'est que tu arrives à les piéger des aromatiques qui sont, et d'avoir gardé le naturel de cette aromatique, comme par exemple du kiwi, que vous mettez du kiwi dans un kéfir ou dans un kombucha. Je trouve qu'on arrive à garder le goût du kiwi comme si on croque dedans. Et ça, je trouve Ouais. assez fou dans cette fermentation. Mais là, l'idée, c'est que justement, moi, j'aime bien le mettre en tout dernier, quand vraiment, quand la fermentation elle est finie. Comme ça, on arrive vraiment à piéger cette aromatique. Parce que le risque, c'est justement d'avoir une refermentation et là, tu perds cette aromatique. Bien, il y a une question aussi justement sur la prise de mousse. Là, est-ce qu'il n'est pas envisageable de pratiquer la méthode ancestrale, type PETNAT, sans filtration? C'est-à-dire qu'en fait, toi, à l'heure actuelle, tu carbonates, Ouais. mais j'imagine que tout le monde ne fait pas ça. Non, non, tout le monde fait pas ça complètement. En fait, le truc, c'est que moi, vu que je filtre, j'enlève les micro-organismes, donc je peux pas avoir de reprise de fermentation. Bah, c'est mon but. Donc en fait, moi, ce sur quoi je travaille, mais c'est quand même assez, pour le coup, c'est encore très, on est loin d'y arriver, mais moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à piéger le CO2 qui est formé pendant ma fermentation pour pouvoir ensuite le réinjecter et que ce soit mon propre Ah, CO2 qui soit en fait qui carbonate en fait mon produit. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec du CO2 qui a un CO2 qui est sourcé en France, lié à de la fermentation de déchets agricoles, mais je préférais avoir mon propre CO2. ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, justement, ils refont une refermentation en bouteille. La grosse difficulté, c'est encore une fois, quand on passe en pro, c'est que la refermentation en bouteille, même pour les brasseurs, beaucoup maintenant le font plus, parce qu'en fait, c'est un stockage en plus à température assez chaude pour justement refaire ça. Et tu as justement ce risque d'avoir tu vas avoir un degré d'alcool qui va augmenter. En aromatique, tu vas faire évoluer ton produit quoi qu'il arrive. Donc en fait, tu as plusieurs inconvénients. Mais oui, oui, c'est complètement envisageable. Il y en a Alors, certains qui le une font. question qui est liée, mais je pense que tu vas sans doute botter en touche d'après ce que j'ai entendu précédemment. Est-ce que le fait de microfiltrer le kombucha diminue son intérêt pour la santé? Ouais, aucune idée. Aucune idée. Moi, j'ai pas de. Nous, on n'a jamais, depuis qu'on produit qu'on produit, on n'a jamais communiqué sur les aspects santé du kombucha. Nous, on voit vraiment le kombucha une boisson, voilà, un soda pour adultes, on va dire. Donc vraiment un produit qu'on sait qui est bon, gustativement, qui a vraiment une vraie richesse organoleptique qui est peu sucré, parce que pour moi, le vrai poison, justement, de tout ce que je vois, moi, je vois beaucoup de kombucha qui sont justement avec 5 grammes, voire 6 grammes de sucre pour 100 millilitres. Et je trouve que c'est pas ça l'essence du kombucha. Donc, pour moi, c'est un produit, donc le côté peu sucré. Et après, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est antioxydants, tout ça, en fait, c'est conservé parce que la filtration, justement, n'enlève pas ça, vu Oui, qu'il bien n'y a sûr. il y a pas de pasteurisation. Et après, l'apport des micro-organismes, c'est aujourd'hui très compliqué de savoir si ça apporte quelque chose ou pas, surtout que dans la fermentation du kombucha, tu es plus sur de la fermentation acétique, même si il y a des publics qui ont montré beaucoup plus récemment qu'il y avait aussi plein de bactéries lactiques, mais à quel point tu as vraiment un impact. Aujourd'hui, voilà, je produis pas une boisson santé, je produis voilà, une bonne boisson sans alcool et c'est déjà pas mal. Alors, je voudrais préciser à ce sujet-là qu'il existe une assez intéressante américaine qui justement avait fait cette comparaison entre kombucha, en l'occurrence, alors c'était pas microfiltré, mais c'était pasteurisé versus non pasteurisé. Et pour mesurer l'impact sur la santé humaine, c'est une des rares études kombucha sur santé humaine. Et la conclusion était que, grosso modo, c'était l'effet prébiotique qui l'emportait, c'est-à-dire que, comme tu viens de dire, finalement, la microfiltration ou la pasteurisation maintient les antioxydants et autres qui ont été générés par le processus de fermentation. Et c'est ça qui éventuellement a l'effet prédominant sur la santé par rapport à un éventuel effet probiotique qui consisterait à se reposer sur une ingestion de bactéries vivantes. Ceci étant, petit bémol quand même, cette étude était largement financée par, de mémoire, Pepsi-Cola, qui possède de Ouais. nombreuses usines de kombucha, évidemment pasteurisées aux États-Unis. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une étude fausse, mais ça veut dire qu'il faut la regarder d'un peu plus près et voir s'il y a d'autres résultats comme ça qui sont publiés. Suite de la question, c'est toujours Clément tout à l'heure par rapport à la question sur l'isobarométrie et autres, c'est vrai qu'il avait mentionné l'histoire de la température. Est-ce que tu as quelque chose à me dire sur les risques d'infection, notamment liés aux températures de fermentation, ou ce que tu as
Comment tu contrôles tes températures, toi? Alors moi tous mes fermenteurs sont thermorégulés. Alors là, pas tous, mais la plupart essayent d'être thermorégulés. Donc j'arrive à gérer mes températures. Moi, je fais des fermentations à 30 degrés, donc je fais des fermentations quand même assez chaudes. Ok. Euh, et, euh, et voilà, j'ai toujours travaillé des fermentations. Avant, j'avais une chambre chaude qui était à 30 degrés. J'ai toujours bossé comme ça. Je trouve que ça donne des bons résultats. Et par rapport à mes temps de fermentation, ça colle bien. Après, des risques de contamination liés aux températures, euh, c'est lié, donc j'imagine, c'est sûr qu'il peut y avoir des choses, mais j'ai pas de. Voilà, moi, Ok. encore une fois, je fermente à 30 degrés. Ok. Bien. J'ai Moi, j'ai une l'impression que les petite, questions. j'ai, si tu me permets, Pierre, j'ai Ouais. deux petites questions. Il y a un truc, je suis pas sûr d'avoir, le seul, mais je suis pas sûr d'avoir totalement compris. Ton starter, en fait, tu cultives ta mère, Mm. à qui tu fais faire une fermentation aérobie, et tu prends le jus, et c'est ça ton starter? Alors, même plus. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours des mers qui se forment, mais j'utilise même pas de mer, en fait. Alors c'est un peu l'œuf et la poule, mais c'est aujourd'hui, je pars donc, euh, euh, j'ai une première fois, en fait, j'ai fait un kombucha. Ensuite, donc naturellement, là, c'était encore quand j'avais la mer. J'ai mis plus de sucre, je l'ai fait fermenter plus longtemps, et ensuite, j'utilise plus que le jus. Et donc, en fait, quand j'ai par exemple 1000 litres de ce starter, je vais utiliser 900 litres pour faire du kombucha, donc avec notre infusion, et mes 100 autres litres, en fait, je les garde, et là-dessus, je refais une infusion de thé plus sucrée, avec plus de thé, à plus haute température, et je laisse comme ça, et je refais donc une sorte je refais un kombucha, sauf que c'est un kombucha plus sucré, voilà, avec plus de thé, et là, je le laisse en anaérobie, donc ça monte en alcool, et ensuite, je l'aère pour arriver à, à augmenter le taux d'acidité. D'accord. Donc tu gardes quand même, en fait, tu as quand même une mère, je Et en suppose. fait, et surtout, à chaque fois, à la surface, en fait, il y a une mer qui se reforme, quoi. Quasi Ouais. systématiquement. Et alors, juste une petite question annexe. Parce que du coup, tu élimines régulièrement de la mer. Ouais. Euh, Tu n'en fais rien niveau matériaux? Il y a des gens qui s'intéressent à ces Ouais, matériaux. j'en fais pas grand-chose. J'ai tenté de faire des trucs, j'ai tenté de faire justement, j'ai essayé de les tanner en faisant, euh, 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 je sais plus quelle huile. Je sais plus, essence de térébenthine et huile de, je sais plus. Bah, un truc qui était décrit. Et en fait, j'ai eu une fois un résultat qui était fou. Vraiment, c'était vraiment un cuir qu'on pouvait plier, c'était assez fou. Et le reste du temps, j'avais quelque chose de très craquant qui avait très peu d'intérêt. Donc, et je me suis dit que c'était pas trop c'était pas ça mon cœur de métier, donc j'ai pas trop continué. Mais ouais, ouais, je sais, il y a plein de choses qui font ça. Il y a pas mal d'artistes. Nous, quand on était à Paris, il y avait pas mal de gens qui venaient nous récupérer des mers pour tester des trucs. Mais bon, j'ai eu peu de résultats très probants. D'accord. Et super, mais j'ai une autre petite question avant de repasser, parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. À un moment, tu as parlé les contrôles que tu fais, des valeurs nutritionnelles. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par Le là? beurre industriel, ouais, c'est ce que tu vois derrière toutes les bouteilles, et ça va être donc quantité de sucre, quantité d'acide, pardon, de matière grasse, et quantité de protéines, quantité de sel, et voilà. Donc en gros, moi, D'accord, c'est donc le truc qui ça, m'importe. c'est des choses que tu doses et que tu... Alors moi, je demande ça, j'ai pas le matos pour le doser, donc je l'envoie en labo. D'accord, ok. Et j'envoie ça régulièrement en labo pour avoir des analyses à peu près fiables. Ok, merci. Est-ce qu'il y a... Alors non, on a l'air pas mal. Parce que non, la question qu'il y avait, c'était une question qui a déjà été abordée sur les contaminations croisées là même. Mais juste pour être sûr dans ma réponse que j'ai faite, quand tu étais à la brasserie de lettres, c'est les mêmes cuves qui pouvaient éventuellement être utilisées en Complètement. alternance On pour, n'a pour... jamais, on s'est jamais dit qu'il y a une cuve pour le kombucha. Non, C'est ça. c'était vraiment, Voilà. on prenait les fermenteurs qui passaient avec une chose, mais en fait, on a montré que finalement, ça marche même sans. Euh, Quand on était à la brasserie de Lettres, en fait, ils avaient un processus de désinfection qui était très poussé, et en fait, on stérilisait les fermenteurs à la vapeur. Donc en fait, ils montaient, il y avait un générateur vapeur, et on poussait dans le fermenteur, on fermait le fermenteur, donc ça montait en pression, donc on estimait Ouais. à presque 120 degrés la température dedans, et donc ça permettait vraiment d'avoir en plus une action thermique. Donc ça, c'est un peu la technique la plus brutale, mais en vrai, c'est sûr la plus
plus efficace. Mais là, Ouais. actuellement, et quand on était on a fait un petit passage chez Babap aussi, Ah, et on est allé, et maintenant on est chez Brasserie de France, et là, tous la stérilisation, elle est faite par de l'acide peracétique assez classiquement, quoi. Donc on fait un passage en soude pour nettoyer avant, soude, rinçage et acide peracétique. Donc quelque chose en fait, au final, d'assez classique, quoi. ok. Et pas de problème. Et là, parce que là, chez Brasserie de France, vous faites aussi, c'est aussi les cuves sont partagées aussi? Ouais, complètement. Ok, d'accord. Bien. Si on a fini le tour des questions sur le sujet, il y a juste là, cette fois-ci, je vois qu'il y a une question, mais qui est plus par rapport au programme qui est fait ensemble. Jean-Baptiste, je vais te laisser répondre. Donc, c'est sur la date butoir du renvoi des grains. Quelle Oui, est la mais deadline j'ai rendu, absolue? en fait, pour l'instant, il y en a pas vraiment. Ah, voilà, Disons pas que grave. là, comme je vous le disais en début de webinaire, on a reçu 200 avec potentiel de recevoir, on va dire, si vous continuez un rythme raisonnable, 400, 500, peut-être cycles à 100, ou sur lesquels on a aussi les cycles à 50. Et certains parmi vous qui sont un peu plus loin vont peut-être quand même arriver à 50. Quand on aura un corpus, à mon avis, voilà, de 500, 600 couples, 50, 100, on peut commencer à travailler, c'est-à-dire voir si on couvre toute la zone géographique, enfin la plus large possible en tout cas, qu'il n'y ait pas trop de clusters, qu'on couvre aussi un petit peu toutes les typologies de participants du projet, entre les experts, les non-experts, ceux qui font justement les polyfermenteurs et les monofermenteurs. Voilà, puisque vous avez des catégories un peu de taille différentes et qu'on veut toucher le plus large possible. Donc en fait, en vérité, le projet va s'arrêter. Enfin, la date butoir arrivera, on va dire, je sais pas si Delphine, tu me corriges si mes projections sont pas bonnes, mais on va dire mai-juin, on va quand même, à mon avis, avoir déjà un bon corpus pour voir, pour commencer à travailler et à analyser, en tout cas faire des premiers batch de séquençage et voir déjà un petit peu ce qui se passe entre 50 et 100, s'il se passe déjà des choses à 50 et tout ça. Donc on va faire ça de manière un peu séquentielle. Donc pour l'instant, on ne met pas de date butoir. De toute façon, vous pouvez, le projet lui-même et les webinaires et l'interaction va durer encore au minimum un an, je dirais, hein. Et donc on vous abonnera pas comme ça. Mais voilà. Euh, on va dire, ceux qui nous ont envoyé au moins des cycles à 50 en mai sont à peu près sûrs voilà, de rentrer dans le lot de choses qu'on va commencer à analyser. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais à peu près, quoi. Euh, Il y a une autre question Bien. qui est ressortie du Ouais. coup. Je pense qu'on est bon. Allez pour la route, une petite dernière, parce qu'il est 20h05, quand même, il va falloir s'arrêter. Mais je vois qu'il y a encore deux questions qui sont tombées pour Pierre. De nouveau, une question pour la température, en disant finalement, est-ce qu'il y a une température optimale pour le kombucha? Là, par exemple, il parle est-ce que 18 degrés, c'est raisonnable ou pas? Et voilà, déjà ça. Moi, comme je le disais, je trouve ça un peu bas, mais c'est pas parce que je pense que ça va faire monter à 18 degrés. Il faut pas hésiter à peut-être le laisser un peu plus longtemps, mais ça me choque pas. Moi, j'ai toujours préféré, bon, voilà, un peu plus haut, mais oui, oui, ça va faire monter, hein. Ok, dernière question, car là, on sort du cadre totalement du cadre microbiologique pour attaquer le cadre de l'économie, de la logistique et de l'écologie. Dans la philosophie, on va dire, en archipel, est-ce qu'il y a une zone de livraison maximale que vous autorisez ou c'est pas un critère? Alors, en fait, la grosse difficulté, mais ça c'est intéressant, c'est beaucoup plus sur le développement d'entreprise. C'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, nous, pour vous donner un ordre d'idée un peu de, de financier, euh, on s'est lancé donc c'est à 4 ans vraiment qu'on est sur le côté kombucha archipel et qu'on développe ça. Et moi, et donc ça fait 6 ans on a lancé le truc et ça fait depuis un an seulement que je me paye. Et on se rend compte en fait de la difficulté d'arriver c'est vraiment en fait un milieu qui est compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs et que ce soit le monde de la boisson en général, la boisson et bière, je mets bière, on voit le nombre de brasseries qui aujourd'hui ferment. C'est vraiment un milieu concurrentiel. Aujourd'hui, se contenter malheureusement d'un rayon
c'est malheureusement impossible. Aujourd'hui, nous, on essaie vraiment de raisonner. Et en fait, on travaille beaucoup avec des distributeurs. Donc, en fait, on va envoyer par vraiment palette, voire 1 à 2 palettes, donc un peu partout en national. Et après, c'est eux qui dispatchent de leur côté. Mais oui, actuellement, on n'a pas une zone limitée pour ça, parce que en fait, économiquement, en fait, ça dépend le choix qu'on veut faire. Mais si on veut avoir une entreprise avec nous, un projet, c'est de recruter des gens et d'avoir un truc assez gros. En fait, on se rend compte qu'on peut pas se limiter. Aujourd'hui, moi, je vois en Bourgogne, je pensais que on allait arriver, on allait vendre et que ça allait très bien se passer. Aujourd'hui, en Bourgogne, c'est très très compliqué. Les gens à qui je fais goûter, c'est tous, ah ouais, mais il n'y a pas d'alcool. C'est quand même ici, c'est la terre du vin. Je sais pas comment vous allez faire, hein. Et c'est vrai qu'en fait, au début, je pensais que c'était un peu une blague, et en fait, je l'aide Non. très souvent. Donc, si je me contente de la Bourgogne, je meurs demain, quoi. D'accord, bah, il n'y a plus qu'à faire des hard drinks avec du Ouais, kombucha, ouais, quoi. mais ça, c'est pas prévu. Euh, les, euh, on en a fait goûter un du Portugal, où ils rajoutent de l'alcool. C'est du kombucha Ouais. à 13 Ouais, degrés. C'est un truc ouais, de malade. C'est ouais. pas très bon, hein. Et c'est pas très bon. Non, Ouais, ah non, c'est enfin ouais, non, c'est ça, hein. Moi, j'ai franchement. jamais goûté un seul hard seltzer. Bon. Ouais. Mais bon, ouais, je laisse sur leur, enfin, sur leur petite niche là, du hard drink kombucha, mais c'est quand même assez spécial. Et, bah, Tiens, j'ai bon, une petite blague parce que moi, donc, on fait du kéfir ici surtout, mais on m'a donné un kombucha il y a un an. Ouais, Je sais pas si je vais bien réussir à vous c'est bon, faire ça. voir. Je l'ai bu un peu, une petite bouteille, je l'ai bu un peu, puis ça fait à peu près un an que je l'ai abandonné. Et je ne sais pas si vous arrivez à boire. En fait, Ouais, ouais. Ah oui. ma mère a quasiment rempli tout le volume du truc et elle continue à se former. Enfin, il y a quelque chose qui continue à se former, que je fais descendre, etc., que j'empile depuis un an, qui est quand même un testament à la capacité de ces communautés à se manger peut-être 10 fois elles-mêmes et, d'arriver voilà, à continuer à se transformer sur des temps qui sont carrément pas raisonnables. Je le goûte de temps en temps. J'ai passé le pic, c'était intéressant, hein. Mais c'est passé par des moments un peu de vinaigre qui étaient très intéressants et continuent à évoluer. Et le truc n'est pas mort. Ça fait un an qu'il est dans cette bouteille sur mon bureau. Évidemment, Ouais, c'est personne fou, ne hein. veut le boire à part moi, mais bon, voilà, ça ne m'a pas tué encore. Et de temps en temps, je me fais un petit verre. Euh, j'ai une sorte de curiosité, mais je trouve Mais ça ça, assez fabuleux. Et un jour, il faudra que je pèse quand même la masse finale de ce truc-là, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu de création de matière, mais la capacité quand même à recycler tout et à essayer de refaire une communauté est assez exceptionnelle. Il y a quand même des trucs au point de vue voilà, écologie microbienne qui sont encore très intéressants à comprendre avec ces objets-là, quoi. Ça, c'est clair. et ça, un petit test rigolo, c'est d'utiliser les Tupperware souples en silicone. En fait, c'est légèrement poreux. Et donc, en Mhm. fait, la mer, elle se forme sur l'ensemble c'est les petites, un ziploc, voilà. C'est les ziplocs en silicone. Et en fait, ça se forme sur l'ensemble donc j'en ai un à la brasserie. Et ça vraiment, c'est tout partout. Parce qu'en fait, vu qu'il y a des échanges d'oxygène partout, en fait, Mhm. ça prend vraiment toute la forme. Parce qu'en fait, en 3D, Ouais, c'est ça, faudrait faire un truc énorme. Et j'y ai Mhm. songé, mais c'est un peu compliqué. C'est rigolo. Ok, je te laisse Euh, conclure, Jean-Baptiste. ouais, pour me remercier Pierre d'avoir passé ce temps-là avec nous et pour ce séminaire, voilà, vraiment passionnant et c'est intéressant de voir ton travail. Ça ouvre encore voilà, sans doute encore des petites ouvertures sur l'expérimentation euh, quand voilà, vous allez peut-être chercher les feuilles du jardin ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant de voir que Alors, il faut quand ça même connaître un semence peu, hein, les même à feuilles un du jardin, il niveau. faut quand même faire attention, hein. Ok, bon, l'ortie, peut-être c'est bien, je sais pas. Non. Ouais, des choses qui se Bon. mangent, quoi. Ouais, voilà. Euh, Avant et de mettre des trucs à infuser dans son kombucha, il faut quand même vérifier qu'on connaît, quoi, hein. Ok, d'accord. Bon, je retire ce que je viens de dire. Il faut expérimenter, mais à raison garder. Euh, En tout cas, voilà, une université passionnante et c'est toujours bien d'être une autre illustration qu'il n'y a pas besoin d'être complètement dogmatique quand même avec toutes ces choses-là. Euh, c'est tout. Il y a pas d'autres dates de séminaire prévues. Enfin, il y en aura un bientôt, mais on ne peut pas vous l'annoncer ni qui ce sera. C'est peut-être un bon moment d'ailleurs pour faire un appel à la communauté s'il y a, pas qu'on manque d'idées, mais s'il y a des thèmes que vous voulez voir abordés, que vous trouvez qu'on n'a pas encore beaucoup couvert ou des directions dans lesquelles voilà, on pourrait aller.
il n'est pas interdit de nous proposer des thèmes. Non, par contre, j'y pense, il y a on a oublié d'annoncer, de dire, ou il faudra qu'on le relaye sur le Kéfir ensemble. Il y a une pétition qui est en train de circuler, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui, bah vas-y, Voilà, peut-être le dans rappeler, l'émission, on parle. effectivement, j'ai juste d'y penser à l'instant, voilà, pour ceux qui sont là, puis on va sans doute le relayer sur le site, mais voilà, il y a toujours la pétition qui s'appelle Sauvons le kéfir de fruits. Si vous tapez dans Google Sauvons le kéfir de fruits, vous tombez dessus automatiquement, et on en est à 1600 signatures, mais quelque chose comme ça, mais voilà, c'est pour alerter sur le fait que la législation, justement, se permet ce qu'elle ne devrait pas se permettre, c'est-à-dire d'interdire d'appeler le produit pour ce qu'il est, c'est-à-dire du kéfir de fruits. Et donc, voilà, je crois que c'est important de s'impliquer là-dedans. Oui, il y a un vrai enjeu. In fine, il y a un vrai enjeu, effectivement. Bah, merci à tous, merci Pierre à nouveau, Merci à vous. et puis bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée, à Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Ciao.